Le thème de la conversation multidisciplinaire, c'est sexualité et kinésithérapie, sexualité et périnée. Donc c'est un thème extrêmement large. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabrina. Je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Je suis spécialisée en rééducation abdominopérinéale depuis quelques années maintenant. Je fais aussi tout ce qui est traitement de la peau et cicatrices. Et je crée du contenu depuis 4 ou 5 ans maintenant sur les réseaux sociaux avec le pseudo Sab Santé. Donc j'adore transmettre de l'information au grand public ou à vous, kinésithérapeutes. Et aujourd'hui, je suis pas toute seule. Je suis accompagnée de Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Du coup, donc moi c'est Delphine Girard. Je suis kinésithérapeute également. Et en fait, je suis présidente de l'Association française de rééducation en pelvipérinéologie, qui du coup est une association, en fait, c'est une société savante qui représente tous les kinésithérapeutes qui pratiquent en fait la pelvipérinéologie en France. Voilà. Et du coup, on crée pas mal de liens avec, bien sûr, les kinés. Et on essaye aussi de créer beaucoup de liens avec les médecins avec lesquels on travaille. Et donc, du coup, on est en lien avec les sociétés savantes médicales qui sont dans le domaine de la pelvipérinéologie. Très bien. Donc, pour vous expliquer un peu plus en détail, en fait, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des étudiants kinés? Super. Est-ce qu'il y a des kinés diplômés? Super. Est-ce qu'il y en a qui sont pas kinés? Très bien. Alors, on va faire un focus sur la kinésithérapie. Donc, vous êtes étudiant, vous êtes diplômé. Pour pouvoir exercer, on a un conseil de l'ordre qui valide notre diplôme. Et ça, c'est l'autorisation d'exercer. Et le conseil de l'ordre, c'est un peu celui qui vérifie notre déontologie, comment on bosse, etc. Mais en fonction des spécialités, en fait, on a des sociétés savantes qui vont valider notre obligation de respecter les dernières données de la science. Donc, en fait, tout le travail de la société savante, il est multiple, mais c'est à minima de rassembler les dernières études de la science, de nous les livrer via des webinaires, via des infos sur le site, via les congrès qui réalisent aussi tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans. Il y a tous les congrès qui sont tous les 2 ans. Et toutes les sociétés savantes de périnée, toutes les sociétés savantes de kinésithérapie, en fait, elles sont rassemblées au sein du CMK, le Collège de Massokinésithérapie, et de la SFP, la Société de physiothérapie française. Du coup, ça permet d'avoir un appui scientifique. Quand on a un doute sur est-ce que c'est ça qu'il faut faire, est-ce que c'est ci qu'il faut faire, en fait, c'est la société savante sur laquelle on s'appuie. C'est ça, et du coup, la FREP crée aussi beaucoup de liens avec les étudiants, vu qu'il y a des étudiants parmi nous. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous contacter si jamais vous avez des besoins pour la réalisation de vos mémoires ou pour la recherche de terrain de stage en pelvipérinéologie. C'est quelque chose aussi qu'on fait régulièrement au sein de la FREP. Parfait. On reviendra sur la FREP tout à l'heure. On va rentrer directement dans le vif du sujet. La sexualité, c'est le thème de cette conférence. Alors, la sexualité, c'est quelque chose qui est extrêmement large. C'est tabou, mais pourtant, ça fait partie de notre quotidien et surtout, ça fait partie du quotidien de nos patients. Donc, en fait, je pense qu'on est quand même les professionnels les plus à même d'aborder le sujet via la proximité qu'on a avec nos patients. C'est quand même des sujets qu'on n'aborde pas sur le coin d'une porte et qu'il faut que les patients ils soient en confiance pour pouvoir se livrer. Donc, c'est vrai qu'en périnéologie, le périnée ayant dans ses fonctions la fonction sexuelle, on y est sensibilisé. Et j'ai même tendance à dire que quand on fait de la kiné du périnée, si on n'aborde pas la santé sexuelle humaine, on est quand même passé à côté de la fonction principale. C'est comme si vous rééduquiez un genou et que vous vous intéressez pas au sport que fait le patient, en fait. Est-ce qu'il marche, est-ce qu'il court, est-ce qu'il fait des squats, etc. Forcément, quand on rééduque un périnée, on est quand même un minimum obligé de s'intéresser à la sexualité du patient. Pour autant, ceux qui font pas de périnéo, ça peut être des choses que vous pouvez aborder aussi. Donc, j'allais dire qui doivent être abordées. Exactement, qui doivent être abordées parce que ça fait partie... en fait, on parle de sexualité, mais on parle surtout de santé sexuelle humaine. Ça fait partie des choses qui intègrent la santé, le bien-être global pour l'OMS. Depuis déjà des années. Et donc, il y a même... le gouvernement a mis en place un protocole, ou en tout cas a démarré à 2017 une campagne gouvernementale où il souhaiterait que tous les professionnels de santé, d'ici à 2030, donc on n'y est pas, mais il nous reste encore 6 ans, soient à même d'aborder la santé sexuelle humaine. Donc je ne vous parle pas qu'ils soient sexologues et qu'ils soient
capable de régler les dysfonctions sexuelles. Mais au moins de l'aborder, parce qu'on sait que ça fait partie des besoins vitaux, en fait. Dans la pyramide de Maslow, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, la pyramide de Maslow, il y a les besoins physiologiques, et petit à petit, on monte sur différents besoins, mais la sexualité, on la retrouve dans les besoins physiologiques, parce que hormonalement, en fait, il y a un besoin de reproduction, on est fait comme ça, et dans les besoins d'accomplissement, parce que par rapport au rapport à l'autre, la sexualité peut être un biais d'accomplissement aussi. Tu peux rajouter quelque chose? Je trouvais ça vraiment bien. Je voulais juste effectivement insister sur le fait que, même si on va peut-être y revenir un petit peu après, mais en tant que professionnel de santé, c'est vraiment notre rôle en fait de poser ces questions aux patients. Nous, je sais qu'en tant que kiné expert en pelvipérinéologie, on essaye un petit peu de sensibiliser les médecins généralistes, notamment pour qu'ils posent des questions, notamment par exemple chez les femmes où au cours de la vie, en fait, on a des changements qui se font, notamment au niveau hormonal, avec l'arrivée de la ménopause, par exemple, et que ça entraîne pas mal de changements d'un point de vue physique, mais aussi au niveau sexuel, et qu'il faut vraiment que ces questions soient posées lors des consultations. Donc, comme les médecins généralistes sont quand même en première ligne avec les patients, c'est important de les sensibiliser à ça, et nous aussi, via notre contact qu'on a avec les patients, d'aborder cette question. Et c'est hyper important que tu rebondis sur le côté éducationnel qu'on a, parce qu'en fait, on est des professionnels de santé. Certes, on veut avoir un but thérapeutique pour nos patients, mais la prévention fait vraiment partie de notre champ de compétences. Et toi, je crois que tu fais de la prévention chez les plus jeunes ? Oui, exactement. En fait, du coup, j'ai la chance en fait de pouvoir intervenir dans les lycées dans mon secteur pour donner en fait les cours d'éducation à la vie sexuelle et affective auprès des jeunes, notamment lycéens. Et on se rend compte en fait que la prévention est fondamentale pour parler effectivement de l'anatomie, de la conscientisation, en fait, de tout ce qui se passe au niveau du bassin. Leur expliquer aussi, mine de rien, un petit peu... c'est bête, hein, mais comment on va correctement aux toilettes, parce que ça peut conditionner, mine de rien, notre santé sexuelle. Et aussi, en fait, d'aborder des questions un petit peu plus larges autour de la pornographie, autour du consentement. C'est des choses qui se font, et nous, en tant que kinésithérapeute, on a complètement notre place, en fait, dans ces interventions auprès des jeunes. Alors, en fonction de la formation que vous avez eue, vous vous sentez plus ou moins légitime, mais surtout plus ou moins armé pour aborder ces sujets. C'est sûr que c'est pas un sujet, c'est pas parce que la sexualité fait partie de notre quotidien que c'est présenté à toutes les sauces, parce que ça soit sérieux, que ça soit avec humour, etc. On peut clairement dire que le sexe, il est au centre de la vie sociétale. Mais pour autant, il y a une erreur qu'il faudrait surtout pas faire. C'est ce qu'en psychologie on appelle le transfert ou le contre-transfert. C'est vous identifier au patient et sous-entendre que votre sexualité est la norme sexuelle. En sexualité, la seule norme, c'est le consentement. Le reste, si vous voulez aborder la santé sexuelle des patients, il va falloir avoir un état d'esprit un petit peu ouvert. Parce que vous risquez d'avoir des surprises en fonction de la sexualité que vous avez. Vous risquez de vous dire, tiens, c'est bizarre ça. Et évidemment que c'est pas une posture professionnelle qu'on peut se permettre d'avoir, parce qu'il faut pas que le patient se sente jugé. Donc ça s'apprend. Nous, en pelvipérinéologie, on a fait des formations spécifiques. Moi, j'ai une formation sur la prise en charge des dysfonctions sexuelles en périnéologie. Ma consoeur avec qui je travaille, mon associée, elle va faire un DU de sexologie. Donc là, elle va être carrément sexologue. Mais il y a des petites formations comme ça. En périnéo, on y est vraiment sensibilisé assez rapidement. Et tous ceux qui se lancent dans le cursus de périnéologie, on leur dit que vraiment, il n'y a presque pas le choix. En tant que kinésithérapeute, si vous ne faites pas de périnéologie, vous avez le droit, vous êtes légitime à sensibiliser à l'éducation sexuelle. On ne parle plus de sexologie ou de sexologue, mais d'éducation sexuelle. Par contre, peut-être qu'il vous faudra des supports pour vous renseigner. Après, vous pouvez soit faire des formations, des petits week-ends, soit juste aller chercher des supports. Il y a de plus en plus de livres qui sont créés, qui sont très bien faits et qui vous permettent de connaître mieux la sexualité au sens large et de pouvoir être à l'aise aussi avec l'abord de ce sujet-là chez vos patients. Parce que par contre, si vous ouvrez la boîte de Pandore, il y a des chances qu'ils se sentent bien et que c'est vous qui soyez mal à l'aise parce que vous avez pas... Vous n'êtes pas armé pour accueillir la parole du patient. On va peut-être parler des dysfonctions sexuelles qu'on peut traiter, maintenant qu'on a parlé de l'éducation. Est-ce que tu veux
les lister? Eh ben, on peut, tout à fait. Est-ce que parmi vous, il y en a certains qui prennent en charge des patients pour justement des dysfonctions sexuelles, ou c'est un sujet que vous connaissez un petit peu ou pas du tout? À main levée, du coup. Ah, bien, bien. Alors, il y a toutes les représentantes de la FREP, donc elles sont venues à force. Elles ont un joli gilet comme ça, tout au long du salon, vous pouvez les retrouver facilement, si vous avez des questions. Donc, effectivement, donc, au niveau des dysfonctions sexuelles, en fait, on va trouver des dysfonctions sexuelles aussi bien chez la femme que chez l'homme. La première dysfonction sexuelle qui, à mon sens, est la plus courante, qu'on retrouve vraiment très souvent dans notre cabinet, ça va être la dyspareunie. Donc, en fait, c'est tout ce qui va être la douleur, en fait, autour des rapports sexuels, que ce soit au début du rapport sexuel, que ce soit pendant le rapport sexuel ou que ce soit même après le rapport sexuel. Dans ces dyspareunies, il peut y avoir en fait différents types aussi. Ça peut être des dyspareunies qui peuvent être plus superficielles, des dyspareunies qui peuvent être plus profondes, des dyspareunies qui peuvent être positionnelles, donc vraiment en relation avec la position adoptée pendant le rapport sexuel. Donc ça va être vraiment le premier champ de bataille en kinésithérapie sur la prise en charge des troubles sexuels. Et là où c'est important, c'est que du coup, donc dyspareunie, c'est un mot fourre-tout qui veut dire douleur pendant les rapports. Classiquement douleur à la pénétration, mais déjà là ça questionne parce que du coup c'est quelle pénétration? Est-ce que c'est que la pénétration vaginale? Est-ce qu'on parle de pénétration anale, etc. Et c'est important d'avoir la base de la base, c'est-à-dire que si quelqu'un arrive en disant oui ça fait mal, ben chercher est-ce qu'il y a une pathologie sous-jacente, bien évidemment, est-ce qu'il y a une vestibulodynie, est-ce qu'il y a du vaginisme, mais des fois c'est là où l'éducation vraiment du patient est importante, c'est qu'en fait elles connaissent juste pas leur corps et elles ont des rapports en n'étant pas assez lubrifié, et ça fait mal parce qu'en fait la pénétration arrive au mauvais moment. Et ça fait partie de notre rôle de diagnostic différentiel, de pas aller soigner la patiente ou chercher à faire 10-15 séances pour un pseudo-vaginisme ou pour chercher une vestibulodynie, alors qu'au niveau de l'éducation thérapeutique, il suffit juste de lui faire un petit cours de sexualité, et en fait la séance d'après, les problèmes ils sont terminés. Et d'ailleurs, les prises en charge commencent souvent par là. Hein. Comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'éducation, c'est fondamental. Et effectivement, les premières choses qu'on va faire dans nos prises en charge, ça va être surtout déjà de dialoguer avec le patient, que ce soit un patient féminin ou masculin, parce qu'en fait, la rééducation des dysfonctions sexuelles touche aussi du coup la jante masculine. Et du coup, ça passe effectivement beaucoup par l'éducation, la correction du comportement qu'on peut avoir aussi, qui maltraite un petit peu notre plancher pelvien. Donc ces séances de dialogue en fait sont vraiment très importantes, déjà pour véhiculer ces informations et aussi pour commencer à créer un climat de confiance avec les patients, parce que du coup plus ça va aller, plus on va rentrer en fait dans leur intimité. Tout à fait. Et quand on parle de dysfonction sexuelle, en fait, on reste très normé et on reste pénétrocentré sur le coït hétéro avec un partenaire masculin qui rentre dans un vagin. Mais la sexualité est beaucoup plus riche que ça. Et en fait, vous allez pouvoir vous retrouver avec des rééducations qui n'ont rien à voir avec une rééducation périnéale. Mais si vous creusez un peu, vous pouvez avoir des problématiques sexuelles sur une rééducation d'ATM, sur une rééducation lombaire. Parce que, par exemple, avec une lombalgie chronique, les patients ils sont plus à l'aise avec leur corps, donc ils n'ont plus une sexualité épanouie parce qu'il y a des postures qu'ils peuvent plus faire, ou parce qu'il y a des irradiations neurologiques avec des douleurs de la vulve ou des douleurs des testicules, voire du neuro, mais là c'est encore plus loin. Mais vraiment, il y a cette notion aussi d'accepter que la sexualité, elle fait partie intégrante de la vie de tous nos patients. Et que si on sort du périnée, la sexualité est toujours là, en fait. Parce qu'il y a des pratiques sexuelles qui n'ont pas attrait au périnée. Le fait d'avoir une sexualité non épanouissante dans un couple, ça peut amener à des dysfonctions de couple, ça peut amener à un problème d'estime de soi si les gens ne sont pas en couple non plus. Parce qu'en fait, le rapport à l'autre est modifié. Donc ça, c'est quand même un sujet qui me semble... qu'on met trop sous cloche dans nos cabinets parce qu'on n'ose pas y aller. Alors que quand on prend en charge un patient de manière holistique et à 360 degrés, ça fait partie vraiment intégrante de sa vie. Alors vous aurez des asexuels et des gens qui ne sont pas du tout intéressés par la sexualité. Vous aurez des gens qui n'ont pas envie d'en parler et qui ne voient pas le lien. Mais en fait, vous aurez aussi des gens où quand vous... une lombalgie chronique, vous touchez du doigt le fait que la sexualité c'est pas ouf, mais j'ai mal et je me force parce que monsieur, comme ça évite qu'il râle après.
gros red flag. Donc vous êtes obligé de lui dire non mais vous savez c'est pas normal, la base c'est le consentement, il n'y a pas de plaisir sans désir, donc il faut avoir un minimum envie pour avoir un rapport sexuel, il n'y a plus d'obligation dans le couple à satisfaire l'un ou l'autre, et après en fait vous avez planté une graine, vous avez fait le plus gros du travail, la prise de conscience. Si vous n'avez pas les armes, c'est pas grave. Vous dites moi là je vois juste qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller en parler à quelqu'un qui est plus compétent que moi et d'aller voir un sexologue. Peut-être qu'il vous amènera des réponses différentes, les bonnes réponses, mais vous avez planté la graine et vous avez surtout, je pense, réglé potentiellement une partie du problème, parce que sur quelqu'un qui vit mal son couple, qui vit mal sa sexualité, on connaît les facteurs psychosociaux dans la douleur chronique. Ça fait partie des facteurs psychosociaux dans la douleur chronique, forcément, d'avoir une sexualité non épanouie, voire une sexualité complètement, on va dire, non saine, où il n'y a pas de consentement, voire où il y a du viol conjugal, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous avez la main de changer la vie des gens, en fait. Et même, j'avais envie de compléter un petit peu par le fait de... si vous ne vous sentez pas à l'aise de poser la question en fait à vos patients déjà dans la salle d'attente, dans vos salles d'attente en fait, de mettre à disposition des petits dépliants, des petits livres. Moi, je sais que dans ma salle d'attente, il y a plein d'ouvrages à disposition des patients. Ça permet en fait de laisser une porte d'entrée à ce dialogue-là en fait au moment de la séance, et peut-être que le patient déjà se sentira un petit peu moins gêné de parler de ça parce qu'il y a déjà eu une petite introduction, certes indirecte, mais qui a été faite en fait dans les salles d'attente. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre à disposition déjà des ouvrages aux patients, des affiches, des petits flyers pour un petit peu les sensibiliser à cette question. Et il y a un autre outil en fait que vous pouvez utiliser littéralement tous les jours dans vos cabinets pour normaliser la sexualité des gens. C'est demander le consentement quand vous allez les toucher, quand vous allez faire un acte thérapeutique. Parce qu'en fait, on est dans une société, en fonction des âges, en fonction des générations, le consentement est plus ou moins normalisé. Mais il y a certaines générations, pour elles, pour ces personnes-là, qu'un professionnel de santé leur demande le consentement pour faire un examen médical ou pour lui demander d'enlever la veste, d'enlever le soutien-gorge, etc. Tout ça, en fait, ils n'en ont pas l'habitude. Alors vous aurez des réactions, bah oui, je suis là pour ça. On le voit sur les touchés vaginaux. La génération, on va dire moins de 30 ans, moins de 40, ils apprécient beaucoup qu'on leur demande, ils trouvent ça même normal. La génération 60, c'est oui, en fait, je suis là pour ça. Pourquoi vous me demandez tout le temps, en fait ? Parce qu'à chaque étape, on fait en sorte de recueillir votre consentement libre et éclairé. C'est notre travail. Du coup, ça me permet de rebondir sur la législation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas en tant que kinésithérapeute et d'endocavitaire ? Ou tu veux que je le fasse ? Je peux commencer. Donc déjà par rapport au consentement, nous en tant que kinésithérapeute qui pratique du coup en pelvipérinéologie, on a vraiment cette obligation. C'est même pas qu'on pourrait, c'est en fait on doit demander le consentement des patients. Ce consentement est plutôt écrit. Alors à la FREP, on a sorti un consentement en fait écrit justement qui est à disposition de nos adhérents, que du coup les adhérents peuvent télécharger sur notre site et faire signer aux patients. Ce consentement, il a été relu notamment par le Conseil national de l'ordre, donc il a été vraiment validé. Mais du coup, ça va déjà être la première chose. Ça va vraiment être d'obtenir en fait le consentement écrit des patients à chaque séance, mais aussi du coup, comme disait Sabrina, à chaque acte qu'on va faire, et vraiment leur laisser la possibilité qu'ils nous disent non, ça, je ne suis pas ok pour ça, et dans ces cas-là, rebondir sur on va faire autre chose, il n'y a pas de souci. Et après, au niveau un petit peu plus législatif par rapport au toucher pelvien, il y a pas mal de questions qui se posent, notamment sur mais finalement qui a le droit de faire un toucher pelvien en France. Actuellement, au niveau de la législation, en fait, c'est donc les médecins, les sages-femmes et les kinésithérapeutes qui ont le droit de pratiquer du coup en endocavitaire auprès des patients, toujours en ayant le consentement, bien sûr. Et après, se pose aussi du coup un petit peu la question de l'accès direct, parce que ça, c'est vraiment l'actualité, on va dire 2024.
dans notre métier. Donc là, il y a l'ordre qui a sorti un avis en avril 2024 sur la place du toucher pelvien dans l'accès direct. Et en fait, d'après cet avis, en fait, les kinésithérapeutes, donc tous les kinésithérapeutes en fait qui pratiquent soit au sein de MSP, au sein de centres médicalisés, au sein des EHPAD aussi, et au sein de certaines CPTS, parce qu'il y a un essai qui est en cours en ce moment au sein de certaines CPTS, peuvent en fait avoir leurs patients en accès direct. Et de là, en fait, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est soit il n'y a pas de diagnostic médical de posé, et à ce moment-là, en fait, le kiné peut pratiquer 8 séances auprès de ce patient. Et s'il y a un diagnostic médical de posé, à ce moment-là, on peut pratiquer autant de séances qu'on veut. Et ça concerne aussi, du coup, la pelvipérinéologie. Donc, ça veut dire que tous les kinésithérapeutes qui pratiquent au sein de ces structures, donc en libéral aussi, parce que du coup, CPTS, MSP, tout ça, c'est du libéral, peuvent avoir en fait les patients en première intention et faire des touchés pelviens en première intention, toujours en ayant le consentement des patients. Sachant que le consentement libre et éclairé, on fait signer un papier parce que c'est notre rôle de prouver qu'on a informé les patients. Mais la rédaction du consentement, c'est qu'en fait, elles peuvent aussi le retirer à tout moment. C'est pas parce qu'elles ont signé un patient en avril 2024 signé un papier en avril 2024 au moment où on a fait le bilan, que en juillet, si ce jour-là elle n'a pas envie de toucher pelvien, elle est obligée de l'avoir parce qu'elle a signé un consentement. Pas du tout. Comme tout consentement, c'est rétractation possible à tout moment. Donc la partie législation, on vous en a parlé parce qu'elle se questionne beaucoup par rapport à d'autres problématiques, et c'est là où la FREP fait un gros travail pour savoir normaliser en fait quelles sont les autorisations qu'on a ou qu'on n'a pas, et ça nous amène aux violences sexistes et sexuelles. Donc dans les violences sexistes et sexuelles, on a 3 points. On a nos patients et nos patientes qui subissent des violences sexistes et sexuelles. Il y a une loi de décembre 2020 qui dit que maintenant on doit protéger les plus faibles et pas juste les enfants. Par contre, si on voit des choses en cabinet, si on décèle des choses en cabinet, on peut faire un certificat médical comme quoi on voit des choses, mais on peut le donner à la patiente pour lui favoriser, pour la favoriser à porter plainte. Mais on ne peut pas déposer plainte à la place de la patiente. Il y a quelque chose qui est très particulier sur les violences sexistes et sexuelles, c'est que souvent elles sont sous emprise. On a des conjoints violents. Et en fait, quand elles décident de partir, elles sont préparées, elles l'ont fait depuis longtemps, et elles ont surtout un backup derrière. Elles ont un endroit où dormir, elles ont un endroit où se cacher, elles ont un endroit où scolariser les enfants. Donc ne culpabilisez surtout pas les patientes qui ne veulent pas partir. Souvent, avec notre vision à nous, en fait, c'est de se dire, mais elle est frappée, pourquoi elle se barre pas, quoi? Ben non, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Ça touche toutes les classes sociales. Nous, professionnels de santé et femmes, sommes susceptibles d'avoir plus de violences sexistes et sexuelles que les autres parce qu'on est très empathique et qu'on est à l'écoute des autres. Donc vraiment, ne partez pas du principe que ça touche une classe sociale et que ça touche une classe socioculturelle. Il y en a partout. C'est un sujet encore en dehors de la sexualité, mais qui le touche quand même parce que vous allez retrouver des schémas dysfonctionnels. Donc si le sujet vous intéresse, je pense que c'est bien de vous sensibiliser à ça. Et si on a autant appuyé sur la législation, c'est parce que derrière, il y a aussi la problématique de le kiné. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça quand il y a une dépôt de plainte de patiente? Et où est la limite entre ce qui était légal, thérapeutique, autorisé, et ce qui est un viol médical? Donc c'est aussi important de se protéger parce que, en fait, il y a des kinés qui dérapent. Il y en a. Parce qu'à partir du moment où, de toute façon, les chiffres sont fous. Je ne sais pas si vous êtes au clair avec les violences sexistes et sexuelles, avec le nombre de viols ou de tentatives de viols par jour. L'association noustoutes.org fait un travail de dingue sur ce sujet-là. En France, il y aurait un viol ou une tentative de viol toutes les 7 minutes. Voilà. Et donc, c'est tous les endroits, toutes les classes sociales, encore une fois. Par contre, on parle aussi de plus en plus des violences obstétricales, des violences médicales. Et les gens sont de plus en plus en droit de se demander est-ce que ce qui m'a été fait était OK, en fait. De par le travail aussi que je fais sur les réseaux sociaux avec plein de collègues et plein d'associations, elles réalisent que ce qu'elles ont vécu n'était pas OK. Et à partir du moment où il y a la prise de conscience, c'est bien derrière d'avoir un papier qui dit mais moi j'ai tout bien expliqué et c'était OK dans ma prise en charge thérapeutique.
Ce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est qu'il y a l'accès direct, où on a le droit de faire du toucher vaginal pour un bilan, mais il faut que la problématique soit en rapport avec la pelvipérinéologie ou la lombalgie. Parce qu'il y a 2 items où on peut faire de l'endocavitaire, c'est la rééducation périnéale et la rééducation lombosacrée. Si vous faites un toucher endocavitaire pour une rééducation de cheville ou une rééducation d'épaule, le Conseil de l'ordre est en droit de vous demander ce que vous avez fait. Et c'est tout à fait normal parce que l'idée, c'est de protéger les patients. Voilà. Parce que des dérives thérapeutiques, autant il va y avoir de plus en plus de patientes procédurières, autant les dérives thérapeutiques chez les professionnels de santé, ça se connaît aussi. Donc tout ça, c'est un sujet qui peut faire peur. Parce qu'on est parti de la sexualité, qui est censée de base être un truc un peu fun, un peu sympa. On vous parle de défonction sexuelle, on vous parle de viol, on vous parle de pénal. Donc on se dit, oulala, où c'est que je vais ? Après, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais par rapport un peu à finalement notre positionnement par rapport à, finalement nous en tant que kiné vis-à-vis de la sexualité, quelle est notre place ? Il y a un vrai travail à faire aussi pour avoir cette reconnaissance en fait de faire partie des professionnels de santé qui prennent en charge des patients atteints en fait de dysfonction sexuelle ou de troubles sexuels de manière générale. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on commence un petit peu à faire aussi du coup de notre côté au niveau de la FREP où en fait on a commencé à avoir des entretiens avec notamment les 3 syndicats qui nous représentent pour justement essayer en fait d'éveiller un petit peu finalement mais qu'est-ce qu'on fait en fait en pelvipérinéologie ? On ne fait pas que du postpartum, on prend en charge des femmes qui ont subi des violences par exemple sexuelles et du coup on les aide en fait à les accompagner dans la récupération et dans le regain en fait de confiance en elles et c'est quelque chose qui malheureusement actuellement n'est pas du tout valorisé dans nos actes clairement et même au niveau de la kinésithérapie de manière générale. Donc ça c'est vraiment un des gros champs de bataille de la FREP actuellement pour qu'on essaye en fait dans les prochaines négociations que justement en fait la prise en charge de ces troubles sexuels apparaisse vraiment dans notre nomenclature et qu'on puisse en fait coter complètement cet acte sans se dire qu'on risque d'avoir un contrôle de la sécurité sociale. Tout à fait. Et je veux finir sur un point sur les violences sexistes et sexuelles qui est peu, voire jamais abordé et qui pourtant existe, c'est les agressions que subissent les kinésithérapeutes dans leur propre cabinet. Évidemment, c'est majoritairement des femmes qui sont agressées. On reproduit les schémas sociétaux. Il y a quelques hommes qui sont agressés, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc, le Conseil de l'Ordre a mis en place une plateforme pour toutes les agressions de soignants. Toutes les agressions de soignants, donc pas forcément les agressions sexuelles. Donc, si vous êtes soignant, si dans vos cabinets ou à domicile, vous avez subi une agression sexuelle ou pas, il y a une plateforme de signalisation au niveau du Conseil de l'Ordre. Vous n'êtes pas obligé de porter plainte pour signaler l'agression, parce que le dépôt de plainte en gendarmerie, c'est encore un stade d'après. Et c'est important de le faire, parce que malheureusement, en politique, ils travaillent avec des chiffres. Et qu'en fait, à un moment donné, ils ont besoin de réaliser les choses avec des chiffres. Parce qu'entendre une telle dire quelque chose, ils le savent, ils en ont conscience. Donc les choses sont faites pour à la fois protéger les patientes, mais à la fois protéger les kinés qui travaillent bien et incriminer les kinés qui travaillent mal. Donc tout ça, c'est des choses qui sont prises en charge et conscientisées par les instances de notre profession et qui ne sont pas du tout tabous, qui ne sont pas du tout mis sous une cloche et qui sont vraiment bien gérées.